Maximilien Robespierre sur la situation politique de la République, rapport présenté devant la Convention nationale au nom du Comité du salut public, 18 novembre 1793 ou 27 Brumaire an 2. Citoyens représentants du peuple, nous appelons aujourd'hui l'attention de la Convention nationale sur les plus grands intérêts de la patrie. Nous venons remettre sous vos yeux la situation de la République à l'égard des diverses puissances de la terre et surtout des peuples que la nature et la raison attachent à notre cause, mais que l'intrigue et la perfidie cherchent à ranger au nombre de nos ennemis. Au sortir du chaos où les trahisons d'une cour criminelle et le règne des factions avaient plongé le gouvernement, il faut que les législateurs du peuple français fixent les principes de leur politique envers les amis et les ennemis de la République. Il faut qu'ils déploient aux yeux de l'univers le véritable caractère de la nation qu'ils ont la gloire de représenter. Il est temps d'apprendre aux imbéciles qui l'ignorent ou aux pervers qui feignent d'en douter que la République française existe, qu'il n'y a de précaire dans le monde que le triomphe du crime et la durée du despotisme. Il est temps que nos alliés se confient à notre sagesse et à notre fortune, autant que les tyrans armés contre nous redoutent notre courage et notre puissance. La Révolution française a donné une secousse au monde. Les élans d'un grand peuple vers la liberté devaient déplaire au roi qui l'entourait. Mais il y avait loin de cette disposition secrète à la résolution périlleuse de déclarer la guerre au peuple français, et surtout à la ligue monstrueuse de tant de puissances essentiellement divisées d'intérêts. Pour les réunir, il fallait la politique de deux cours, dont l'influence dominait toutes les autres. Pour les enhardir, il fallait l'alliance du roi même des Français, et les trahisons de toutes les factions qui le caressèrent et le menacèrent tour à tour, pour régner sous son nom ou pour élever un autre tyran sur les débris de sa puissance. Les temps qui devaient enfanter le plus grand des prodiges de la raison devaient aussi être souillés par les derniers excès de la corruption humaine. Les crimes de la tyrannie accélérèrent les progrès de la liberté, et les progrès de la liberté multiplièrent les crimes de la tyrannie, en redoublant ses alarmes et ses fureurs. Il y a eu entre le peuple et ses ennemis une réaction continuelle dont la violence progressive a opéré en peu d'années l'ouvrage de plusieurs siècles. Pitt s'est grossièrement trompé sur notre Révolution, comme Louis XVI et les aristocrates français, abusés par leur mépris pour le peuple. Mépris fondé uniquement sur la conscience de leur propre bassesse. Trop immoral pour croire aux vertus républicaines, trop peu philosophe pour faire un pas vers l'avenir, le ministre de Georges était au-dessous de son siècle. Le siècle s'élançait vers la liberté et Pitt voulait le faire rétrograder vers la barbarie et vers le despotisme. Aussi, l'ensemble des événements a trahi jusqu'ici ses rêves ambitieux. Il a vu briser tour à tour par la force populaire les divers instruments dont il s'est servi. Il a vu disparaître Necker, d'Orléans, Lafayette, Lameth, Dumouriez, Custine, Brissot et tous les pygmées de la Gironde. Le peuple français s'est dégagé jusqu'ici des fils de ses intrigues comme Hercule d'une toile d'araignée. Dès l'année 1791, la faction anglaise et tous les ennemis de la liberté s'étaient aperçus qu'il existait en France un parti républicain qui ne transigerait pas avec la tyrannie, et que ce parti était le peuple. Les assassinats partiels, tels que ceux du Champ de Mars, de Nancy, leur paraissant insuffisants pour le détruire, ils résolurent de lui donner la guerre. De là, la monstrueuse alliance de l'Autriche et de la Prusse, et ensuite la ligue de toutes les puissances armées contre nous. Il serait absurde d'attribuer principalement ce phénomène à l'influence des émigrés, qui fatiguèrent longtemps toutes les cours de leurs clameurs impuissantes et au crédit de la France. Il fut l'ouvrage de la politique étrangère, soutenu du pouvoir des factieux qui gouvernaient la France. Pour engager les rois dans cette téméraire entreprise, il ne suffisait pas d'avoir cherché à leur persuader que, hormis un petit nombre de républicains, toute la nation haïssait en secret le nouveau régime et les attendait comme des libérateurs.
Il ne suffisait pas d'avoir garanti la trahison de tous les chefs de notre gouvernement et de nos armées. Pour justifier cette odieuse entreprise aux yeux de leurs sujets épuisés, il fallait leur épargner jusqu'à l'embarras de nous déclarer la guerre. Quand ils furent prêts, la faction dominante la leur déclara à eux-mêmes. Vous vous rappelez avec quelle astuce profonde elle sut intéresser au succès de ses perfides projets le courage naturel des Français et l'enthousiasme civique des sociétés populaires. Vous savez avec quelle impudence machiavélique ceux qui laissaient nos gardes nationaux sans armes, nos places fortes sans munitions, nos armées entre les mains des traîtres, nous excitaient à aller planter l'étendard tricolore jusque sur les bornes du monde. Déclamateurs, perfides, ils insultaient aux tyrans pour les servir. D'un seul trait de plume, ils renversaient tous les trônes et ajoutaient l'Europe à l'Empire français, moyen sûr de hâter le succès des intrigues de nos ennemis dans le moment où ils pressaient tous les gouvernements de se déclarer contre nous. Les partisans sincères de la République avaient d'autres pensées. Avant de briser les chaînes de l'univers, ils voulaient assurer la liberté de leur pays. Avant de porter la guerre chez les despotes étrangers, ils voulaient la faire aux tyrans qui les trahissaient. Convaincus d'ailleurs qu'un roi était un mauvais guide pour conduire un peuple à la conquête de la liberté universelle, et que c'est à la puissance de la raison, non à la force des armes, de propager les principes de notre glorieuse révolution. Le moment était arrivé où le gouvernement britannique, après nous avoir suscité tant d'ennemis, avait résolu d'entrer lui-même ouvertement dans la Ligue. Mais le vœu national et le parti de l'opposition contrariaient ce projet du ministère. Brissot lui fit déclarer la guerre, on la déclara à la Hollande, on la déclara à l'Espagne, parce que nous n'étions nullement préparés à combattre ces nouveaux ennemis, et que la flotte espagnole était prête à se joindre à la flotte anglaise. Avec quelle lâche hypocrisie les traîtres faisaient valoir de prétendues insultes à nos envoyés, concertés d'avance entre eux et les puissances étrangères. Avec quelle audace ils invoquaient la dignité de la nation dont ils se jouaient insolemment. Les lâches, ils avaient sauvé le despote prussien et son armée, ils avaient engraissé la Belgique du plus pur sang des Français, ils parlaient naguère de municipaliser l'Europe, et ils repoussaient les malheureux Belges dans les bras de leurs tyrans. Ils avaient livré à nos ennemis nos trésors, nos magasins, nos armes, nos défenseurs. Sûrs de leur appui et fiers de tant de crimes, le vil Dumouriez avait osé menacer la liberté jusque dans son sanctuaire. Ô patrie! Quelle divinité tutélaire a donc pu t'arracher de l'abîme immense creusé pour t'engloutir, dans ces jours de crime et de calamité où, ligués avec tes innombrables ennemis, tes enfants ingrats plongeaient dans ton sein leurs mains parricides et semblaient se disputer tes membres épars pour les livrer tous sanglants aux tyrans féroces conjurés contre toi. Dans ces jours affreux où la vertu était proscrite, la perfidie couronnée, la calomnie triomphante, où tes ports, tes flottes, tes armées, tes forteresses, tes administrateurs, tes mandataires, tout était vendu à tes ennemis. Ce n'était point assez d'avoir armé les tyrans contre nous, on voulait nous vouer à la haine des nations et rendre la révolution hideuse aux yeux de l'univers. Nos journalistes étaient à la solde des cours étrangères, comme nos ministres et une partie de nos législateurs. Le despotisme et la trahison présentaient le peuple français à tous les peuples comme une faction éphémère et méprisable, le berceau de la République comme le repère du crime. L'auguste liberté était travestie en une ville prostituée. Pour comble de perfidie, les traîtres cherchaient à pousser le patriotisme même à des démarches inconsidérées, et préparaient eux-mêmes la matière de leur calomnie. Couverts de tous les crimes, ils en accusaient la vertu, qu'ils plongeaient dans les cachots, et chargeaient de leur propre extravagance les amis de la patrie, qui en étaient les vengeurs ou les victimes. Grâce à la coalition de tous les hommes puissants et corrompus, qui remettaient à la fois dans des mains perfides tous les ressorts du gouvernement, toutes les richesses, toutes les trompettes de la renommée, tous les canaux de l'opinion, la République française ne trouvait plus un seul défenseur dans l'Europe, et la vérité captive ne pouvait trouver une issue pour franchir les limites de la France ou les murs de Paris. Cependant, le peuple français, seul dans l'univers,
combattez pour la cause commune. Peuples alliés de la France, qu'êtes-vous devenus? N'étiez-vous que les alliés du roi, et non ceux de la nation? Américains, est-ce l'automate couronné nommé Louis XVI qui vous aida à secouer le joug de vos oppresseurs, ou bien nos bras et nos armées? Est-ce le patriotisme d'une cour méprisable qui vous alimentait, ou bien les tribus du peuple français et les productions de notre sol favorisé des cieux? Non, citoyens, nos alliés n'ont point abjuré les sentiments qui nous doivent, mais s'ils ne se sont point détachés de notre cause, s'ils ne se sont pas rangés même au nombre de nos ennemis, ce n'est point la faute de la faction qui nous tyrannisait. Il suffira de vous faire part du bizarre stratagème que les Autrichiens viennent d'employer. Au moment où j'avais terminé ce rapport, le comité de salut public a reçu la note suivante, remise à la chancellerie de Bâle. C'est le 18 du mois d'octobre que l'on a agité au comité de salut public la question de l'invasion de Neuchâtel. La discussion a été fort animée, elle a duré jusqu'à 2 heures après minuit. Un membre de la minorité s'y est seul opposé. L'affaire n'a été suspendue que parce que Saint-Just, qui en est le rapporteur, est parti pour l'Alsace. Mais on sait de bonne part actuellement que l'invasion de Neuchâtel est résolue par le comité. Il est bon de vous faire observer que jamais il n'a été question de Neuchâtel au comité de salut public. Quel que soit le résultat de ce plan de conduite, il ne peut être que favorable à notre cause. Et s'il arrivait qu'un génie ennemi de l'humanité poussât le gouvernement de quelque nation neutre dans le parti de nos ennemis communs, il trahirait le peuple qu'il régit sans servir les tyrans. Du moins nous serions plus forts contre lui de sa propre bassesse et de notre loyauté. La justice est une grande partie de la puissance. Mais il importe dès ce moment d'embrasser d'une seule vue le tableau de l'Europe. Il faut nous donner ici le spectacle du monde politique qui s'agite autour de nous et à cause de nous. Dès le moment où l'on forma le projet d'une ligue contre la France, on songea à intéresser les diverses puissances par un projet de partage de cette belle contrée. Ce projet est aujourd'hui prouvé non seulement par les événements, mais par des pièces authentiques. À l'époque où le comité de salut public fut formé, un plan d'attaque et de démembrement de la France, projeté par le cabinet britannique, fut communiqué aux membres qui le composaient alors. On y fit peu d'attention en ce temps-là, parce qu'il paraissait peu vraisemblable que la défiance pour ces sortes de confidences est assez naturelle. Les faits, depuis cette époque, les vérifièrent chaque jour. L'Angleterre ne s'était pas oubliée dans ce partage. Dunkerque, Toulon, les colonies, sans compter la chance de la couronne pour le duc d'York, à laquelle on ne renonçait pas, mais dont on sacrifiait les portions qui devaient former le lot des autres puissances. Il n'était pas difficile de faire entrer dans la Ligue le Stadthuder de Hollande, qui, comme on sait, est moins le prince des Bataves que le sujet de sa femme, et par conséquent de la cour de Berlin. Quant au phénomène politique de l'alliance du roi de Prusse lui-même avec le chef de la maison d'Autriche, nous l'avons déjà expliqué. Comme deux brigands qui se battaient pour partager les dépouilles d'un voyageur qu'ils ont assassiné, oublient leur querelle pour courir ensemble à une nouvelle proie. Ainsi le monarque de Vienne et celui de Berlin suspendirent leurs anciens différends pour tomber sur la France et pour dévorer la République naissante. Cependant, le concert apparent de ces deux puissances cache une division réelle. L'Autriche pourrait bien être ici la dupe du cabinet prussien et de ses autres alliés. La maison d'Autriche, épuisée par les extravagances de Joseph II et de Léopold, jetée depuis longtemps hors des règles de la politique de Charles Quint, de Philippe II et des vieux ministres de Marie-Thérèse, l'Autriche, gouvernée aujourd'hui par les caprices et par l'ignorance d'une cour d'enfants, expire dans le Hainaut français et dans la Belgique. Si nous ne la secondons pas nous-mêmes par notre imprudence, ces derniers efforts contre la France peuvent être regardés comme les convulsions de son agonie. Déjà l'impératrice de Russie et le roi de Prusse viennent de partager la Pologne sans elle et lui ont présenté, pour tout dédommagement, les conquêtes qu'elle ferait en France avec leur secours, c'est-à-dire la Lorraine, l'Alsace et la Flandre française. L'Angleterre encourage sa folie pour nous ruiner en se perdant elle-même. Elle cherche à ménager ses forces aux dépens de son allié,
et marche à son but particulier en lui laissant, autant qu'il est possible, tout le poids de la guerre. De notre côté, le Roussillon, la Navarre française et les départements limitrophes de l'Espagne ont été promis à Sa Majesté catholique. Il n'y a pas jusqu'au petit roi sarde que l'on ait bercé de l'espoir de devenir un jour le roi du Dauphiné, de la Provence et des pays voisins de ces anciens États. Que pouvait-on offrir aux puissances d'Italie qui ne peuvent survivre à la perte de la France? Rien. Elles ont longtemps résisté aux sollicitations de la Ligue, mais elles ont cédé à l'intrigue, ou plutôt aux ordres du ministère anglais, qui les menaçait des flottes de l'Angleterre. Le territoire de Gênes a été le théâtre d'un crime dont l'histoire de l'Angleterre peut seule offrir un exemple. Des vaisseaux de cette nation, joints à des vaisseaux français livrés par les traîtres de Toulon, sont entrés dans le port de Gênes. Aussitôt, les scélérats qui les montaient, anglais et français rebelles, se sont emparés des bâtiments de la République qui étaient dans ce port, sous la sauvegarde du droit des gens, et tous les Français qui s'y trouvaient ont été égorgés. Qu'il est lâche, ce Sénat de Gênes, qui n'est pas mort tout entier pour prévenir ou pour venger cet outrage, qui a pu trahir à la fois l'honneur, le peuple génois et l'humanité entière. Venise, plus puissante et en même temps plus politique, a conservé une neutralité utile à ses intérêts. Florence, celui de tous les États d'Italie à qui le triomphe de nos ennemis serait le plus fatal, a été enfin subjuguée par eux et entraînée malgré elle à sa ruine. Ainsi le despotisme pèse jusque sur ses complices, et les tyrans armés contre la République sont les ennemis de leurs propres alliés. En général, les puissances italiennes sont peut-être plus dignes de la pitié que de la colère de la France. L'Angleterre les a recrutés comme ses matelots, elle a exercé la presse contre les peuples d'Italie. Le plus coupable des princes de cette contrée est ce roi de Naples, qui s'est montré digne du sang des Bourbons en embrassant leur cause. Nous pourrons un jour vous lire, à ce sujet, une lettre écrite de sa main à son cousin le catholique, qui servira du moins à vous prouver que la terreur n'est point étrangère au cœur des rois ligués contre nous. Le pape ne vaut pas l'honneur d'être nommé. L'Angleterre a aussi osé menacer le Danemark par ses escadres pour le forcer à accéder à la Ligue, mais le Danemark, régi par un ministre habile, a repoussé avec dignité ces insolentes sommations. On ne peut lier qu'à la folie la résolution qu'avait prise le roi de Suède, Gustave III, de devenir le généralissime des rois coalisés. L'histoire des sottises humaines n'offre rien de comparable au délire de ce moderne Agamemnon, qui épuisait ses États, qui abandonnait sa couronne à la merci de ses ennemis, pour venir à Paris affermir celle du roi de France. Le régent, plus sage, a mieux consulté les intérêts de son pays et les siens, il s'est renfermé dans les termes de la neutralité. De tous les fripons décorés du nom de roi, d'empereur, de ministre, de politique, on assure, et nous ne sommes pas éloignés de le croire, que le plus adroit est Catherine de Russie, ou plutôt ses ministres, car il faut se défier du charlatanisme, de ses réputations lointaines et impériales, prestige créé par la politique. La vérité est que sous la vieille impératrice, comme sous toutes les femmes qui tiennent le sceptre, ce sont les hommes qui gouvernent. Au reste, la politique de la Russie est impérieusement déterminée par la nature même des choses. Cette contrée présente l'union de la férocité des hordes sauvages avec les vices des peuples civilisés. Les dominateurs de la Russie ont un grand pouvoir et de grandes richesses. Ils ont le goût, l'idée, l'ambition du luxe et des arts de l'Europe, et ils règnent dans un climat de fer. Ils éprouvent le besoin d'être servis et flattés par des Athéniens, et ils ont pour sujet des Tartares. Ces contrastes de leur situation ont nécessairement tourné leur ambition vers le commerce, aliment du luxe et des arts, et vers la conquête des contrées fertiles, qui les avoisinent à l'ouest et au midi. La cour de Pétersbourg cherche à émigrer des tristes pays qu'elle habite dans la Turquie européenne et dans la Pologne, comme nos jésuites et nos aristocrates ont émigré des doux climats de la France dans la Russie. Elle a beaucoup contribué à former la Ligue des rois qui nous font la guerre, et elle en profite seule. Tandis que les puissances rivales de la sienne viennent se briser contre le rocher de la République française,
l'impératrice de Russie ménage ses forces et accroît ses moyens. Elle promène ses regards avec une secrète joie, d'un côté sur les vastes contrées soumises à la domination ottomane, de l'autre sur la Pologne et sur l'Allemagne, partout elle envisage des usurpations faciles ou des conquêtes rapides. Elle croit toucher au moment de donner la loi à l'Europe, du moins pourra-t-elle la faire à la Prusse et à l'Autriche, et dans les partages de peuples, où elle admettait les deux compagnons de ses augustes brigandages, qui l'empêchera de prendre impunément la part du lion? Vous avez sous les yeux le bilan de l'Europe et le vôtre, et vous pouvez déjà en tirer un grand résultat. C'est que l'univers est intéressé à notre conservation. Supposons la France anéantie ou démembrée, le monde politique s'écroule. Ôter cet allié puissant et nécessaire qui garantissait l'indépendance des médiocres États contre les grands despotes, l'Europe entière est asservie. Les petits princes germaniques, les villes réputées libres de l'Allemagne, sont engloutis par les maisons ambitieuses d'Autriche et de Brandebourg. La Suède et le Danemark deviennent tôt ou tard la proie de leurs puissants voisins. Le Turc est repoussé au-delà du Bosphore et rayé de la liste des puissances européennes. Venise perd ses richesses, son commerce et sa considération. La Toscane son existence. Gênes est effacée. L'Italie n'est plus que le jouet des despotes qui l'entourent. La Suisse est réduite à la misère et ne recouvre plus l'énergie que son antique pauvreté lui avait donnée. Les descendants de Guillaume Tell succomberaient sous les efforts des tyrans humiliés et vaincus par leurs aïeux. Comment oseraient-ils invoquer seulement les vertus de leur père et le nom sacré de la liberté si la République française avait été détruite sous leurs yeux? Que serait-ce s'ils avaient contribué à sa ruine? Et vous, braves Américains, dont la liberté, cimentée par notre sang, fut encore garantie par notre alliance, quelle serait votre destinée si nous n'existions plus? Vous retomberiez sous le joug honteux de vos anciens maîtres. La gloire de nos communs exploits serait flétrie, les titres de la liberté, la déclaration des droits de l'humanité seraient anéantis dans les deux mondes. Ainsi, si la politique même des gouvernements doit redouter la chute de la République française, que sera-ce donc de la philosophie et de l'humanité? Que la liberté périsse en France, la nature entière se couvre d'un voile funèbre, et la raison humaine recule jusqu'aux abîmes de l'ignorance et de la barbarie. L'Europe serait la proie de 2 ou 3 brigands qui ne vengeraient l'humanité qu'en se faisant la guerre, et dont le plus féroce, en écrasant ses rivaux, nous ramènerait au règne des Huns et des Tartares. Après un si grand exemple et tant de prodiges inutiles, qui oserait jamais déclarer la guerre à la tyrannie? Le despotisme, comme une mer sans rivage, se déborderait sur la surface du globe, il couvrirait bientôt les hauteurs du monde politique où est déposée l'arche qui renferme les chartes de l'humanité. La terre ne serait plus que le patrimoine du crime. Et ce blasphème reproché au second des Brutus, trop justifié par l'impuissance de nos généreux efforts, serait le cri de tous les cœurs magnanimes. « Ô vertu !» pourrait-il s'écrier, « tu n'es donc qu'un vain nom !» Oh, qui de nous ne sent pas agrandir toutes ses facultés? Qui de nous ne croit s'élever au-dessus de l'humanité même, en songeant que ce n'est pas pour un peuple que nous combattons, mais pour l'univers, pour les hommes qui vivent aujourd'hui, mais pour tous ceux qui existeront? Plût au ciel que ces vérités salutaires, au lieu d'être renfermées dans cette étroite enceinte, puissent retentir en même temps à l'oreille de tous les peuples. Au même instant, les flambeaux de la guerre seraient étouffés, les prestiges de l'imposture disparaîtraient, les chaînes de l'univers seraient brisées, les sources des calamités publiques taries, tous les peuples ne formeraient plus qu'un peuple de frères, et vous auriez autant d'amis qu'il existe d'hommes sur la terre. Vous pouvez au moins les publier d'une manière plus lente à la vérité, ce manifeste de la raison, cette proclamation solennelle de vos principes, vaudra bien ces lâches et stupides diatribes que l'insolence des plus vils tyrans ose publier contre vous. Au reste, dût l'Europe entière se déclarer contre vous, vous êtes plus fort que l'Europe. La République française est invincible comme la raison, elle est immortelle comme la vérité. Quand la liberté a fait une conquête telle que la France,
nulle puissance humaine ne peut l'en chasser. Tyrans, prodiguez vos trésors, rassemblez vos satellites, et vous hâterez votre ruine. J'en atteste vos revers, j'en atteste surtout vos succès. Un port et 2 ou 3 forteresses achetées par votre or, voilà donc le digne prix des efforts de tant de rois, aidés pendant 5 années par les chefs de nos armées et par notre gouvernement même. Apprenez qu'un peuple que vous n'avez pu vaincre avec de tels moyens est un peuple invincible. La force peut renverser un trône, la sagesse seule peut fonder une république. Démêlez les pièges continuels de nos ennemis, soyez révolutionnaires et politiques, soyez terribles aux méchants et secourables aux malheureux. Fuyez à la fois le cruel modérantisme et l'exagération systématique des faux patriotes. Soyez dignes du peuple que vous représentez. Le peuple hait tous les excès. Il ne veut être ni trompé, ni protégé, il veut qu'on le défende en l'honorant. Portez la lumière dans l'antre de ces modernes cacus où l'on partage les dépouilles du peuple en conspirant contre sa liberté. Étouffez-les dans leurs repères et punissez enfin le plus odieux de tous les forfaits, celui de revêtir la contre-révolution des emblèmes sacrés du patriotisme et d'assassiner la liberté avec ses propres armes. La période où vous êtes est celle qui est destinée à éprouver le plus fortement la vertu républicaine. À la fin de cette campagne, l'infâme ministère de Londres voit d'un côté la Ligue presque ruinée par ses efforts insensés, les armes de l'Angleterre déshonorées, sa fortune ébranlée et la liberté assurée par le caractère de vigueur que vous avez montré. Au-dedans, il entend les cris des Anglais même, prêts à lui demander compte de ses crimes. Dans sa frayeur, il a reculé jusqu'au mois de janvier la tenue de ce Parlement dont l'approche l'épouvante. Il va employer ce temps à commettre parmi vous les derniers attentats qu'il médite pour suppléer à l'impuissance de vous vaincre. Tous les indices, toutes les nouvelles, toutes les pièces saisies depuis quelque temps se rapportent à ce projet. Corrompre les représentants du peuple susceptibles de l'être, calomnier ou égorger ceux qui n'ont pu corrompre, enfin arriver à la dissolution de la représentation nationale, voilà le but auquel tendent toutes les manœuvres dont nous sommes les témoins, tous les moyens patriotiquement contre-révolutionnaires que la perfidie prodigue pour exciter une émeute dans Paris et bouleverser la République entière. Représentants du peuple français, connaissez votre force et votre dignité. Vous pouvez concevoir un orgueil légitime. Applaudissez-vous non seulement d'avoir anéanti la royauté et puni les rois, abattu les coupables idoles devant qui le monde était prosterné, mais surtout de l'avoir étonné par un acte de justice dont il n'avait jamais vu l'exemple, en promenant le glaive de la loi sur les têtes criminelles qui s'élevaient au milieu de vous, mais d'avoir écrasé jusqu'ici les factions sous le poids du niveau national. Quel que soit le sort personnel qui vous attend, votre triomphe est certain. La mort même des fondateurs de la liberté n'est-elle pas un triomphe ? Tout meurt, et les héros de l'humanité et les tyrans qui l'oppriment, mais à des conditions différentes. L'un de nos devoirs les plus sacrés était de vous faire respecter au-dedans et au-dehors. Nous avons voulu aujourd'hui vous présenter un tableau fidèle de votre situation politique et donner à l'Europe une haute idée de vos principes. Cette discussion a aussi pour objet particulier de déjouer les intrigues de vos ennemis pour armer contre vous vos alliés, et surtout les cantons suisses, les États-Unis d'Amérique. Nous vous proposons à cet égard le décret suivant. La Convention nationale, voulant manifester aux yeux de l'univers les principes qui la dirigent et qui doivent présider aux relations de toutes les sociétés politiques, voulant en même temps déconcerter les manœuvres perfides employées par ses ennemis pour alarmer sur ses intentions les fidèles alliés de la nation française, les cantons suisses, les États-Unis d'Amérique, décrète ce qui suit. Article 1er. La Convention nationale déclare, au nom du peuple français, que la résolution constante de la République est de se montrer terrible envers ses ennemis, généreuse envers ses alliés, juste envers tous les peuples. Article 2. Les traités qui lient le peuple français aux États-Unis d'Amérique et au canton suisse seront fidèlement exécutés.